Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les nouvelles priorités de Transition Pro Grand Est. Donc je suis Lionel Lemaire, je suis directeur général de Transition Pro Grand Est et je suis accompagné de Marilyn Després. Bonjour, donc Marilyn Després, je suis responsable des partenariats et de l'appui aux transitions. Donc nous sommes ravis de vous réunir aujourd'hui pour vous présenter les priorités de Transition Pro Grand Est. Donc ont été invités les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, des centres de bilan et des organismes de formation. Notre objectif, c'était que nous partagions largement et entre acteurs ces nouvelles priorités qui sont applicables à partir du 1er octobre. L'occasion aussi de vous faire un point d'étape sur la mise en place de Transition Pro qui est en place depuis le 1er janvier de cette année. Donc vous avez la possibilité de nous adresser des messages via le chat qui est à droite. Alors je vois que certains ont déjà commencé. Bonjour à tous. Et donc nous allons commencer. Nous avons prévu une petite heure ensemble. L'idée c'est de répondre aux questions au fur et à mesure où elles pourront se présenter, dans la mesure où il y en a pas trop pour que nous puissions répondre au fur et à mesure, et nous garderons un temps en fin de réunion pour éventuellement répondre à toutes les questions qui pourraient arriver. Voilà. Donc, alors, Transition Pro, comme je vous le disais, 10 mois d'existence, 1er janvier 2020, c'est la naissance de cette nouvelle structure. À ce jour, nous sommes 32 collaborateurs. Donc, nous sommes dans l'organisation, dans la dimension telle qu'était prévue l'organisation initiale. Et nous avons commencé l'année à une quinzaine de collaborateurs. Donc voilà, une montée en puissance progressive jusqu'à arriver aujourd'hui à l'organisation telle qu'elle était prévue. Transition Pro, c'est une commission paritaire interrégionale, commission paritaire interprofessionnelle régionale, pardon. CEPIR, c'est vrai que vous le voyez écrit comme ça. Donc quand on parle de CEPIR ou de Transition Pro, on parle exactement de la même chose. Et donc c'est bien une structure paritaire avec un conseil d'administration paritaire. Et nous fonctionnons, en tout cas sur le projet de transition professionnelle et sur les priorités, en lien avec France Compétences qui assure notre dotation pour financer les projets de transition professionnelle. Donc des nouvelles missions pour Transition Pro par rapport à Progressif qui était la structure antérieure et qui nous amène à engager davantage de partenariats, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui nous avons réuni un certain nombre d'acteurs pour faire le point sur ces nouvelles priorités. Alors un rapide tour d'horizon des missions, très rapidement, hein, donc Transition Pro Grand Est, évidemment financeur du projet de transition professionnelle, parfois appelé CPF de transition. La dénomination officielle, c'est bien projet de transition professionnelle, le PTP, donc depuis le 1er janvier de cette année, mais qui existe depuis, la première commission a eu lieu en mars 2019, à l'époque dans le cadre du FONGECIF. Mais depuis le 1er janvier 2020, 1380 dossiers ont été examinés et 935 dossiers ont été pris en charge, donc un niveau d'activité qui est plutôt conforme aux prévisions. Une convention avec l'AGEFIP dans le cadre du projet de transition professionnelle pour sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap, à la fois sur la question du maintien dans l'emploi et du maintien de l'employabilité, c'est-à-dire personnes qui seraient amenées pour le maintien dans l'emploi à devoir changer de métier pour des raisons de santé. Et quand même, une grosse activité depuis mars sur la gestion d'avenants liés à la crise sanitaire, donc beaucoup de formations dont les modalités ont changé ou dont les dates ont changé, qui nous ont amené à faire un certain nombre de régularisations avec vous, avec les organismes de formation, pour permettre la continuité des actions de formation en cours. Marilyn, sur le dispositif démissionnaire. Oui, alors sur le dispositif démissionnaire, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, nous sommes en étroite collaboration avec certains de nos partenaires. Je pense à Pôle emploi, je pense à l'APEC, je pense au consortium CCI-CIBC. L'idée, c'est vraiment
ensemble fluidifier les parcours sur ce type de dispositif, lorsque nous sommes plusieurs parties prenantes, j'ai envie de dire. Et puis vous dire qu'effectivement, depuis le 1er janvier, on a 858 demandes qui ont été instruites et 825 délivrées. Donc on voit que c'est un dispositif dont les personnes se saisissent en lien notamment avec les opérateurs du CEP. D'autres missions qui nous sont confiées et que nous menons en lien avec les priorités que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je pense notamment à Cléa. Donc là aussi, tous les mois, un jury paritaire se réunit pour venir valider plusieurs dizaines de certifications par mois. Et nous avons aussi la mission de promotion de ce dispositif Cléa et de son déploiement. Nous avons d'ailleurs un webinaire le 6 novembre. On pourra aussi redonner des informations par rapport à ça. À ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas sur le chat à vous manifester. Sur le suivi du CEP en région, là, il s'agit bien d'observation et d'analyse de ce qui se passe dans la région Grand Est sur le CEP. Là où vous êtes en forte concertation avec l'ensemble des opérateurs du CEP sur cette mission-là, à la fois à l'échelle opérationnelle, à la fois à l'échelle des managers et des directions de structure, donc toujours en lien avec France Compétences. Sur le partenariat en région, tu en as parlé, Lionel, notre convention avec l'AGFIP. Et puis, on a envie aussi là de citer notre partenariat avec la région Grand Est, puisque nous lançons une nouvelle étude sur comment remédier aux ruptures de parcours et notamment sur la partie formation. Donc là aussi, nous allons revenir vers un certain nombre d'entre vous par rapport à ce projet. Sur la qualité, qualité des formations dispensées. Donc là, notre mission, c'est bien s'assurer de la qualité des formations en lien étroit avec les organismes de formation par rapport aux exigences qualité Calliope, mais aussi par rapport aux attendus de nos administrateurs. Nous avons aujourd'hui une approche qui est plutôt une approche d'accompagnement dans cette mission-là auprès des organismes pour viser l'adaptation de parcours et l'individualisation des parcours. Dernière mission comme vous voulez évoquer aujourd'hui, tout ce qui va être besoin en emploi et en compétences. Donc là, fort lien avec les priorités qu'on va vous montrer aujourd'hui, qu'on va mettre en visibilité, puisqu'on est bien là sur une approche plutôt à l'échelle de l'individu pour permettre de l'aide à la décision, clairement, à la fois sur les priorités, sur les décisions en commission d'instruction. Et on fait aussi un lien assez étroit avec l'Observatoire des transitions professionnelles sur ce volet-là. Donc voilà, pour ces missions, on va revenir sur certaines en fonction des priorités qu'on vous met en visibilité aujourd'hui. Merci. Alors, il faut replacer les priorités dans le système dans lequel elles interviennent. C'est-à-dire que pour qu'un dossier de projet de transition professionnelle soit financé, on va dire, la première étape, c'est déjà de s'assurer que la demande, ou que la personne est dans des situations qui rendent la demande éligible au projet de transition professionnelle. Donc, c'est le premier point, et notamment être salarié en contrat ou jusqu'à 3 mois après la fin pour les intermittents. La recevabilité, qui est davantage sur la question du changement de métier, donc la vérification qu'on est bien dans un changement de métier, puisque c'est une obligation, changement de métier ou de profession, et puis une formation inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique, notamment pour ce qui est des certifications. Sur les habilitations, pour le moment, ce n'est pas possible. Et puis, des critères. Donc les critères, c'est tout ce qui va être en lien avec le projet en lui-même, donc la cohérence du projet de changement de métier ou de profession, la pertinence du parcours de formation et du projet de financement, donc, et avec des attendus notamment en termes d'individualisation du parcours de la personne, et puis des éléments sur les perspectives d'emploi dans le métier ou dans la profession ciblée à l'issue de la formation,
Et c'est le lien qui est fait notamment avec l'analyse des besoins sur le territoire. Donc, il y a déjà éligibilité, recevabilité et critères. Et ensuite, effectivement, les priorités vont permettre, une fois que ces éléments-là sont remplis, de départager les dossiers qui sont présentés. Donc là, on va bien vous parler des priorités. Pour autant, il est indispensable que les projets répondent aux critères et un certain nombre de dossiers vont être potentiellement refusés parce qu'ils ne remplissent pas, du point de vue de la commission qui examine les dossiers sur la base de l'instruction qui est faite et des éléments que la personne apporte. La commission estime que les critères ne sont pas remplis. Ce qui nous amène effectivement maintenant au détail des priorités qui s'appliquent pour certaines depuis le 1er octobre et d'autres qui vont arriver, qui sont les priorités régionales, qui s'appliqueront à partir du 1er décembre, donc pour la commission de décembre. Alors, sur les priorités, on a appelé les priorités 1 à 5 qui sont mises en application au 1er octobre 2020, il s'agit ici d'un socle commun de priorités à l'ensemble des régions, à l'ensemble des transitions pro, sur l'ensemble du territoire, donc pour tous les projets de transition professionnelle. Alors, pas de surprise, la priorité numéro 1, c'est pour les salariés les moins qualifiés, à savoir les ouvriers ou employés, de niveau 3 et infra dans le cas des certifications nationales, donc les personnes qui sont soit ouvriers, soit employés avec un CAP ou moins. Ensuite, une autre priorité, on parlait tout à l'heure de notre partenariat avec la GFIP, mais pour les salariés reconnus inaptes ou ayant engagé un processus de reconnaissance d'inaptitude. Une autre priorité autour des projets des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, donc pour les plus petites entreprises. Une priorité pour les salariés d'une durée, pour les salariés dont la formation est d'une durée maximale d'1 an calendaire pour une formation continue ou de 1200 heures pour une formation discontinue ou à temps partiel. Alors, une petite précision effectivement sur cette priorité-là. Les règles qui s'appliquent au niveau de la prise en charge du projet de transition professionnelle sont conformes à ça. C'est-à-dire que dans le dispositif lui-même ne limite pas, on va dire, la durée de la formation. On peut très bien demander une formation qui va faire plus de 1200 heures ou plus d'1 an. Par contre, notre prise en charge, et là également nous sommes dans un fonctionnement harmonisé et encadré par France Compétences, notre prise en charge, elle va être limitée à 1 an pour une formation à temps plein, ou à 1200 heures qui peuvent être réalisées sur plusieurs années pour une formation qui serait à temps partiel ou en discontinu. Donc, cette priorité-là, finalement, elle va permettre d'ajouter des points, on va dire, au dossier dont le financement est sécurisé, on va dire, dont le financement de transition pro sur 1 an est sécurisé. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des formations plus longues qui soient présentées, mais ça va demander effectivement une ingénierie financière un peu différente. Et puis enfin, et là c'est plus une priorité, sur les 5 priorités nationales, c'est plus une priorité qui est tournée vers l'organisme de formation, donc un certain nombre qui nous écoutent là, c'est une priorité qui est donnée aux formations qui sont structurées autour d'un ou plusieurs blocs de compétences permettant d'acquérir l'ensemble de la certification enregistrée au RNCP. Donc finalement, c'est les formations qui sont dès le départ structurées autour des blocs de compétences. Donc là, ce qui permet en fait assez rapidement d'obtenir effectivement une priorité. Donc là, on est bien sur le socle national qui s'applique depuis le 1er octobre, et donc les dossiers qui ont été examinés en octobre l'ont été sur cette base-là, qui est un peu différente de celle qui préexistait auparavant, et qui renvoie notamment ici à des priorités qui sont davantage centrées soit sur des éléments administratifs, soit sur des éléments de constitution même de la formation dans sa durée et dans sa structuration. Et c'est je pense ici que l'échange est le plus intéressant, sur les priorités Grand Est, donc les priorités régionales. Vous voyez qu'il y a 5 priorités régionales qui seront mises en application à partir du 1er décembre.
mais qui s'inscrivent, elles, également dans le cadre d'un socle national. Donc, elles sont décrites là dans leur déclinaison nationale, et on va venir derrière vous préciser quelles ont été les positions qui ont été prises par le conseil d'administration de Transition Pro en Grand Est. Donc, la priorité numéro 6, on est ici sur la valorisation de certains projets de formation ou de parcours dont on souhaiterait valoriser l'organisation au niveau de Transition Pro Grand Est. Donc, on vous détaillera tout à l'heure ce qu'on a mis derrière. Sur la priorité 7, c'est projet intégrant un cofinancement. Et là aussi, il y a une liste qui a été établie. Ensuite, nous sommes sur des projets ciblant un métier à forte perspective d'emploi ou un métier émergent dont la liste est définie. Donc la liste, effectivement, a été définie en Grand Est. Et puis, 2 priorités expérimentales qui n'étaient pas obligatoires à mettre en œuvre pour les transitions pro, mais en Grand Est, la décision a été prise de les mobiliser. Donc, pour les projets des salariés dont le secteur d'emploi, dont le taux d'emploi diminue, c'est plus là, alors d'un côté, il y a une priorité qui va les métiers qui recrutent, et puis une priorité aux personnes qui sont dans des secteurs qui, eux, sont plutôt en déclin. Et puis, la dernière, c'est donner une priorité aux contrats courts, donc qui soient CDD, intérimaires, intermittents du spectacle, à temps partiel. Et là aussi, on a défini en Grand Est les contrats qui entrent dans ce cadre-là. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on détaille ces différentes priorités. Donc, si on reprend la priorité numéro 6, donc projet intégrant une ingénierie de formation ou de parcours valorisé en région, dont la liste est définie par Transition Pro. Donc, vous avez ici les différents items qui ont été retenus. Alors, ils sont, pour cette première année, relativement nombreux. L'idée, c'est quand même de pousser à ce que les parcours soient construits dans cette direction-là. Ces priorités régionales, elles seront revues régulièrement pour les adapter aux constats qui seront faits aussi de ce qui fonctionne ou de ce qui fonctionne moins bien au niveau du territoire. Donc, aujourd'hui, ce qui est défini, c'est formation faisant suite à un parcours préalable. Donc, une personne qui engagerait un projet de transition professionnelle après avoir fait soit une VAE, soit avoir pris les cours du soir, soit avoir passé la certification CLEA, se verra obtenir cette priorité. Tout comme une personne qui engagerait un projet de transition professionnelle hors temps de travail. Mais également les formations dont la durée de période d'application en entreprise est conforme au référentiel du certificateur. Alors, je vais revenir en détail sur ce point. Et un élément important, notamment pour les collègues CEP qui sont derrière l'écran, effectivement, une volonté de valoriser les projets qui ont été accompagnés par un CEP. Alors, pourquoi? Parce que, pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, dans les missions structurelles de Transition Pro, nous avons un rôle d'information sur le conseil en évolution professionnelle. Et par ailleurs, dans le cadre du suivi du CEP également. Et enfin, tout simplement parce que les administrateurs constatent lors des commissions d'instruction qu'un projet qui a fait l'objet d'un accompagnement, bien souvent, est un projet dont la qualité est meilleure, on va dire, que ceux qui se seraient constitués seuls, sans que ce soit une vérité absolue, mais en tout cas, c'est un constat qui est fait. Alors, je reviens juste sur la question de la prise en charge de la question de la durée de la prise en charge de la période d'application en entreprise. Là aussi, alors c'est une règle qui existe depuis qui existait déjà dans le cadre du projet individuel de formation, mais la prise en charge de la période d'application en entreprise est limitée à 30% des enseignements théoriques, c'est-à-dire qu'une formation qui ferait, par exemple, une centaine d'heures en centre, la durée en entreprise serait limitée à 30 heures. Ça, c'est la règle dès lors qu'il n'y a pas une obligation réglementaire de durée de stage. Donc, s'il y a une obligation réglementaire de durée, c'est cette durée-là qui est prise en charge.
Dès lors qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire de durée pour la période d'application d'entreprise, elle sera limitée à 30% de la durée des enseignements théoriques. Alors, je sais que c'est une règle un peu complexe à énoncer comme ça, mais... On est là pour la expliquer ou la réexpliquer un autre moment s'il y a des questions par rapport à ça, mais effectivement, c'est ça. Et elle a un impact sur les parcours, en fait, parce que dès lors que une période d'application serait plus longue, on va limiter la prise en charge, mais pour autant, la période d'application d'entreprise, elle se fera si l'organisme l'a prévu. Donc, attention, ça veut dire que pendant cette période-là, la personne, tout simplement, n'est pas rémunérée. Et c'est pour ça qu'il a été décidé, dans le cadre de cette priorité 6, de valoriser les parcours qui remplissent cette condition-là, de manière à sécuriser les personnes qui s'engagent. Je pense que l'idée des priorités, elle est bien alliée avec la sécurisation du parcours, à la fois le parcours de formation, mais aussi à l'issue de la formation. Alors, par rapport à ça, il y avait une question sur laquelle je voulais revenir, sur les métiers émergents. Nous allons y venir sur la priorité plutôt 8, sur la liste des métiers émergents qui ont pu être validés par notre conseil d'administration. Et il y avait une question sur Cléa, sur cette priorité 6, sur la prise en charge. Alors, il s'agit bien d'une priorité formation suite à un parcours Cléa. On n'est pas là dans le cadre d'une prise en charge financière de Cléa. Peut-être qu'il s'agissait là de repréciser un petit peu les choses par rapport à ça, par rapport aux questions. Oui, merci. C'est vrai que les missions peuvent être... on est chargé d'organiser les jurys paritaires autour de Cléa et donc de livrer la certification. Mais effectivement, aujourd'hui, Cléa n'entre pas dans les dispositifs qui sont finançables dans le cadre du projet de transition professionnelle. Alors, on appelle de nos voeux que les choses évoluent, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il s'agit bien ici, autour de ces priorités-là, de valoriser tous les efforts qui auraient pu être faits préalablement par l'individu pour avant de s'engager dans son parcours de formation. Donc sur ce point-là. Et puis, sur la partie valoriser les formations hors temps de travail, quelque part, c'est aussi là, rééquilibrer les choses. Vous avez vu tout à l'heure que dans les priorités nationales, est mis en avant notamment les plus bas niveaux de qualification. Et donc, pour permettre aux personnes qui auraient un niveau de qualification un peu supérieur et qui envisageraient éventuellement des formations en part-time, se dire que si cette formation-là se fait en dehors du temps de travail, sans demande de prise en charge de salaire, pour être plus clair, alors la personne pourra malgré tout être concernée par cette priorité. Et donc l'idée, c'est d'exclure vraiment personne. On sait que les priorités, elles flèchent les décisions qui sont prises. Et donc c'est de redonner un peu de pouvoir à chacun sur les priorités par la définition de ces priorités régionales. On a une autre question sur cette priorité. Le fait d'avoir réalisé un bilan de compétences financé par le CPF et validant le projet de formation peut être un atout supplémentaire pour la demande de PTP. Point d'interrogation. Alors, bien évidemment, alors, je vais être transparent, c'est un débat qui a eu lieu en conseil d'administration, à savoir, l'idée était de donner une priorité aux personnes qui ont été accompagnées dans le cadre du CEP. Je vous ai expliqué le pourquoi tout à l'heure. Nous avons cette mission-là, et donc il a été décidé effectivement de mettre cette priorité plutôt sur la partie CEP. Pour autant, il est très clair que quelqu'un qui aura réalisé un bilan de compétences en amont d'une démarche de formation, et d'ailleurs bilan de compétences qui pourrait très bien aussi s'intégrer dans un parcours de conseil en évolution professionnelle, on sait très bien que ça aura un impact sur la qualité du dossier du projet. Hein. Et là, je dirais, c'est plutôt à mettre en lien avec les critères qu'on présentait tout à l'heure sur la cohérence du projet et la cohérence du parcours dans sa globalité. Donc, évidemment, ça aura un impact sur le qualitatif du dossier, évidemment. Et il est important, effectivement, que les personnes se saisissent pleinement de ce qu'elles ont réalisé quand elles font un bilan de compétences et qu'elles le valorisent dans la présentation qu'elles font de leur dossier. Je propose qu'on passe à la priorité numéro 7, puis on continuera à prendre évidemment les questions. Alors, ici, c'est donner une priorité au projet intégrant un cofinancement, incluant un cofinancement. Alors, l'objectif, c'est toujours le même, hein,
nous avons une dotation qui représente un certain montant et qui permet de financer un certain nombre de projets. Plus on va travailler sur l'individualisation des parcours d'un côté, plus on va travailler sur les synergies en termes de financement, plus le nombre de personnes qui pourra accéder au projet de transition professionnelle et aller en formation sera important. C'est pour ça que la logique de cofinancement est valorisée. Par contre, il a été souhaité par nos administrateurs de ne surtout pas demander à la personne quelconque cofinancement. Donc, quand on parle de cofinancement ici, on est bien sur le cofinancement via une structure, via l'employeur. Alors, en l'occurrence ici, on parle bien de la GFIP, notamment en lien avec notre convention, de l'employeur, c'est-à-dire que parfois, même pour des projets de changement de métier, l'employeur peut y trouver un intérêt et contribuer au financement du projet d'une manière ou d'une autre. Un financement via un OPCO ou via notamment le conseil régional. Donc ça, c'est une liste, encore une fois, qui est établie aujourd'hui, mais qui évoluera potentiellement aussi au fil des partenariats que nous pourrons construire avec tel OPCO ou telle structure. Je passe sur la priorité 8, et donc là, c'est les métiers à forte perspective d'emploi ou un métier émergent dont la liste est définie par Transition Pro au regard des données régionales. Alors, je ne sais pas, Marilyn, si tu veux en dire un mot. Alors, on n'a pas préparé, donc tu peux me dire non, mais alors, première chose, cette liste… Sur la méthode, effectivement, voilà, aussi. Cette liste, nous allons la mettre en ligne sur le site. Vous voulez vous présenter d'abord la méthode et puis ensuite mettre la liste en visibilité. Mais Marine, peut-être sur la méthode. Oui, rapidement sur la méthode, vous dire un petit peu comment on y a travaillé, puisque c'est pas forcément aisé de se dire eh bien quels sont les métiers dits, on entend émergents, forte perspective d'emploi. On a souhaité croiser certaines données que nous avions soit effectivement en interne ou, comme je le disais tout à l'heure, avec notre observatoire des transitions professionnelles, mais également croiser des données, si possible, les plus mises à jour et actualisées possibles avec certaines institutions qui œuvrent à cela. Et du coup, on a pu élaborer une liste de métiers, plusieurs dizaines, vous le verrez, métiers émergents aujourd'hui, sur une liste donc validée par notre conseil d'administration, qui pourra évoluer. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. En fonction de la conjoncture et forcément. On peut même dire qu'elle va évoluer, puisque c'était un exercice particulièrement compliqué cette année de faire une liste de métiers au regard du contexte. Donc une première liste a été élaborée. Elle dit pas forcément la vérité, mais en tout cas elle existe. Et concomitamment, le conseil d'administration a souhaité mettre en place une veille. Et donc il y a un groupe paritaire et technique qui se réunira tous les 3 mois pour avoir une veille sur les métiers et faire évoluer cette liste. Également aussi au regard des dossiers qui arriveront en commission et qui pourront éclairer la réflexion des administrateurs, tout en croisant la logique à la fois individuelle, puisque on sait bien que les transitions individuelles ne répondent pas ou ne sont pas toujours conformes à ce qu'on pourrait imaginer dans un cadre plus global. Donc répondre à la fois à ça et à ce qui est lisible sur les évolutions du territoire. On a des questions qui arrivent sur le cofinancement, la priorité 7, peut-être qu'on les voit soit maintenant, soit à la fin. On les garde bien oui, j'ai vu les questions, on peut les garde au chaud, voilà. On les garde au chaud, on y répondra tout à l'heure. Alors, cofinancement employeur, alors là effectivement, il peut y avoir différentes possibilités, soit sur le coût de formation, soit sur le maintien de salaire, en fait, tout simplement. Donc après, voilà, c'est des choses qui se travaillent au cas par cas sur les dossiers et qui sont valorisées dans la présentation. Priorité 9. Donc, projet des salariés en emploi dans un secteur d'activité dont le taux d'emploi diminue. Alors, de la même manière, cela a amené quand même pas mal de débats au niveau de notre conseil d'administration, parce que entre
les éléments de contexte, de conjoncture dans lequel on est aujourd'hui, et puis une projection à plus long terme, il est un petit peu compliqué d'identifier vraiment des secteurs qui répondent à cette condition-là. Donc là aussi, évidemment, la priorité évoluera. Aujourd'hui, deux grands secteurs, tout ce qui est hébergement, restauration, et puis tout ce qui va tourner autour du commerce. On est clairement dans une réaction à la situation sanitaire actuelle. Donc, de la même manière, le groupe qui travaille sur les priorités régionales pourra faire évoluer ça aussi en fonction de l'évolution de la situation économique. Et puis, nous arrivons à la dernière priorité, donc qui est la priorité 10, qui vise à valoriser les salariés en contrat court. Et donc là, il s'agissait également de définir une liste régionale. En fait, cette liste est exhaustive quasiment, puisque on va retrouver les CDD et les saisonniers, les intérimaires, les intermittents et les contrats à temps partiel. Et c'est vrai que ça peut changer, ça peut vraiment changer la donne, et notamment sur la question de la répartition des financements entre hommes-femmes, puisque si on regarde aujourd'hui Transition Pro finance autant d'hommes que de femmes, on est sur une répartition à 50-50, alors même que la plupart du temps les dossiers sont présentés, alors que les dossiers sont présentés de manière anonyme. Pour autant, le constat, c'est qu'il y a malgré tout plus de femmes que d'hommes qui sollicitent le projet de transition professionnelle, et notamment un certain nombre qui sont dans des situations de contrat à temps partiel subis. Et donc, cette priorité-là, elle permet effectivement de valoriser ces situations-là en termes de financement, notamment pour aller vers des situations professionnelles plus stables. Voilà, mais de toute façon, voilà, donc CDD, saisonnier, intérimaire, intermittent, et contrats à temps partiel. Alors, c'est pas cumulatif, évidemment, il suffit d'avoir l'une de ces conditions pour pouvoir émarger à cette priorité-là. Donc, voilà la présentation synthétique des décisions qui ont été prises sur les priorités et nationales et régionales, et qui viennent structurer en fait vraiment les attendus de Transition Pro en matière de projets et surtout d'ingénierie de formation. Donc, on va peut-être maintenant prendre les questions, alors notamment celles qu'on n'a pas pu prendre tout à l'heure. Oui, il y avait une question notamment par rapport au niveau de qualif. Et ça me renvoie à des échanges que nous avons aussi avec l'APEC Grand. Donc, alors on a un petit souci de micro. On revient. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, ça repart. Je demande juste une petite seconde, plus aucun son. Webinaire terminé. Tu me donnes l'accès, Florian? Ok, donc a priori, on nous entend, c'est parfait. Excusez-nous, parce qu'on a, pour tout vous dire, on a eu à résoudre un certain nombre de petits soucis techniques juste avant. Donc, oui.
Là, oui, le discours de... Oui, par rapport au profil Bac+5, quelles sont les chances, quel discours retenir aux personnes et quelles sont les chances pour que ces Bac+5, ces profils Bac+1 puissent accéder au PTP? Oui, donc alors je disais effectivement un discours de transparence, et c'est aussi pour ça que ces priorités sont mises en visibilité, et en même temps ne pas s'interdire de constituer un dossier. Parce que je pense que ça, ce serait très, très délétère globalement, parce que finalement, pour le supposé impossible, on risque de ne pas mobiliser un dispositif auquel on a droit. Et je dirais qu'il s'agit surtout de travailler sur la question de l'ingénierie financière et pédagogique. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons un certain nombre de critères qui sont des critères qualitatifs sur le dossier. Il y a les priorités qui donnent effectivement qui flèchent essentiellement sur les bas niveaux de qualification, mais aussi sur les entreprises de moins de 50 salariés. Une personne, est-ce qu'elle est ou pas dans une entreprise de moins de 50 salariés? Et puis après, il y a toutes les priorités qui tournent autour, on l'a vu, du parcours de formation lui-même. Donc, on peut travailler aussi sur ces éléments-là, et je pense notamment, si on reprend différentes priorités dans leur ensemble, on voit bien que si on prend notamment les priorités régionales, voilà, il y a un certain nombre de conventions qui est valorisée. Donc, quelqu'un qui aura fait un effort en amont, cette personne-là, elle aura fait par exemple un premier job dans le cadre du CPF, par exemple, puis elle vient ensuite le projet de transition professionnelle, ce sera vraiment des choses qui seront regardées. Si elle peut avoir un financement, ça c'est pas toujours aussi évident que ça pour les individus, mais peut-être que l'entreprise peut contribuer un peu d'une manière ou d'une autre. Et puis après, il y a tous les métiers vers lesquels la personne peut aller, donc elle peut aussi aller vers cette priorité-là. Donc, quelque part, les priorités régionales viennent compenser un cadre national qui, lui, effectivement, flèche clairement vers les personnes au plus bas niveau de qualification, et ce qui est, de toute façon, sur le principe, pas contestable. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour les personnes qui sont qualifiées. Et d'ailleurs, des dossiers sont financés. Il n'y a rien qui, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, que tous les cadres sont refusés, puisque ce n'est pas le cas. Mais il y a une attente plus forte quand même sur la constitution et l'ingénierie du dossier en eux. Oui, c'est ça. Après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel on échange, notamment avec les opérateurs du CEP. Et pour objectiver justement ce sujet-là, on est en train justement de mener une analyse sur le public cadre. Merci Julie qui travaille chez nous en ce moment pour justement apporter des éléments peut-être plus objectifs pour se dire oui, ça peut fonctionner. Et puis ensuite, on verra effectivement, comme tu disais, l'impact aussi de ces nouvelles priorités sur l'accès au PTP, pour quel profil, quel public, quel parcours, quelle ingénierie aussi dans les projets des personnes. Voilà. Alors, il y avait une autre question, je crois, Marilyn, tout à l'heure. Sur Manuel, pas de cofinancement avec Pôle emploi. Alors, oui, de fait, c'est-à-dire que dès lors que nous sommes sur des personnes qui sont en cours d'emploi, puisque le public cible de transition pro, c'est les salariés, enfin les actifs occupés. De fait, les personnes qui seraient en même temps accompagnées par Pôle emploi ou pouvant bénéficier d'un financement via Pôle emploi sont... en fait, il y en a très peu, je ne sais même pas. Alors peut-être un peu dans le cas des personnes qui sont en situation de CDD, mais qui par ailleurs ont déjà une priorité. Donc à ce stade-là, pas de cofinancement via Pôle emploi, mais je sais que le plan de relance peut nous amener à imaginer d'autres choses. Ça, ce sera l'objet d'un prochain échange, probablement. C'est ça. Alors vous êtes 80 personnes connectées actuellement. Je pense avoir fait un petit peu le tour là, des différentes questions. N'hésitez pas à poursuivre. Alors, quel est l'impact si aucun cofinancement n'est possible? Je pense vraiment qu'il faut regarder, c'est pour ça que je voulais au départ vraiment présenter les priorités pour ce qu'elles sont dans... Voilà, je reviens sur cette diapo-là. Voilà.
il faut que le dossier soit éligible et recevable. Ça, c'est des éléments purement administratifs. Ensuite, il y a les priorités et les critères. Donc, et c'est un ensemble. On vous a présenté ici 10 priorités. Et donc, le cofinancement, c'est l'une d'entre elles. Et donc, ça joue à hauteur d'une priorité sur 10. Donc, il n'y en a pas, je dirais, dans l'absolu. C'est vraiment à dire, voilà, est-ce que déjà il remplit tous les critères? Est-ce que le projet en lui-même, il est bien travaillé? Est-ce que l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique a été elle-même bien imaginée, éventuellement individualisée? Et ensuite, est-ce que j'ai un certain nombre de priorités qui vont permettre de valoriser mon dossier? Et on voit qu'il y a des priorités qui sont liées à la personne, des priorités qui sont liées au parcours de formation et des priorités qui sont liées au projet. Donc, quelque part, c'est cet ensemble-là qui va faire qu'un dossier sera prioritaire ou non, mais un dossier prioritaire, mais pas forcément un dossier accepté non plus si les critères ne sont pas remplis. Donc, on est vraiment sur un équilibre qui est à trouver et quelque part, pour les personnes qui accompagnent ou pour les personnes qui construisent les parcours de formation, il est utile de regarder tout ça dans son ensemble et c'est un peu une feuille de route qui vous est proposée là pour travailler sur vos parcours. Alors, concernant la présentation, est-ce qu'il est possible de vous la transmettre? Alors, il n'est pas impossible qu'elle soit d'ailleurs déjà téléchargeable via la plateforme webinaire sur laquelle nous sommes. Mais de toute façon, il n'y a aucun secret. Maintenant que c'est diffusé, évidemment, ces informations-là vous seront adressées si vous n'arrivez pas à les récupérer directement sur le site. On a une question. Oui. Alors, je constate que le dispositif PTP-CDD ex-CIF-CDD est très peu connu des personnes. Avez-vous des projets pour mieux diffuser sur ce dispositif? Avec notre aide, si besoin, merci. Clément. Alors, okay. Alors la difficulté, alors dans le cas du CIF, alors déjà il y avait un financement dédié au CDD et un financement dédié au CDI. C'est plus le cas dans le cadre du projet de transition professionnelle. L'autre difficulté, et c'est surtout là, aujourd'hui, on constate que moins de dossiers arrivent, c'est qu'au niveau réglementaire, il a été posé que la demande devait se faire pendant le contrat. Alors que dans le cas du CIF, les personnes avaient jusqu'à 12 mois pour entrer en formation. Et c'est là, en fait, où on perd énormément de monde, c'est que la plupart des temps, les gens, quand ils sont en CDD, ils sont en train de travailler et ils sont rarement dans la projection de ce qui va se passer après. En tout cas, c'est ce qu'on constatait du CIF. Et ils commencent à imaginer un peu la suite au moment où le contrat s'arrête. Et là, au moment où le contrat s'arrête, eh bien, il n'est plus possible de faire la vie. Donc là, on a un petit problème sur l'aspect réglementaire. J'espère que ça fait partie des choses qui pourront évoluer ultérieurement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est contraint par ça. Donc oui, communiquer, bien sûr, mais attention, il y a des conditions qui sont quand même assez restrictives. Est-ce que la FEST pourrait être financée dans le cadre du PTP? Alors, si on regarde la définition de l'action de formation, c'est la FEST entre pleinement dedans. Pour tout vous dire, il y a un guide là, qui est en cours d'écriture au niveau de France Compétences. Dès lors qu'il y a un organisme de formation, dès lors qu'il y a un parcours pédagogique, dès lors qu'il y a une formation qui est inscrite au RNCP, une modalité pédagogique telle que la FEST est une modalité pédagogique. Donc, je ne vois rien qui s'y oppose, même si aujourd'hui, nous n'en avons pas encore examiné. Je crois que personne au sein du réseau n'a eu de formation sous cette forme-là. Il faut juste qu'elle rentre dans les conditions d'éligibilité du PTP. Alors, certains organismes de formation éprouvent des difficultés du fait de la crise sanitaire à pouvoir fournir les devis, ce qui recule parfois la date de formulation de la demande, alors même que le parcours a été sécurisé en amont par un CEP. Comment attirer votre attention sur ces variabilités? Alors, je serais intéressé de voir si c'est une question qui émane plutôt d'un CEP ou d'un organisme. Je la lis comme étant une question qui émane d'un CEP. Mais
Alors, vous n'avez pas besoin d'attirer notre attention, même si vous le faites, et vous le faites bien. Je parlais tout à l'heure de 200 avenants, et je pense qu'il y en a encore plus que ça, qui ont été liés à la crise sanitaire. Et oui, avec aussi un constat qu'il y a eu un décalage d'un certain nombre de choses liées à la difficulté des organismes de formation ou de certains organismes de formation à se remettre en route dans un contexte dont on sait qu'il est quand même particulièrement compliqué. Voilà. Donc effectivement, il y a eu et il y a encore potentiellement des difficultés pour fournir les éléments aussi vite qu'il serait souhaitable. Nous faisons, et notamment en lien avec la dématérialisation, de notre mieux pour prendre en compte les éléments au fur et à mesure qu'ils arrivent et parfois même jusqu'au dernier moment. Hein, donc, on est conscient de la situation, on est conscient qu'il est nécessaire d'avoir une attention particulière et surtout d'être très présent aux côtés et des bénéficiaires et des organismes de formation pour accompagner la constitution du dossier. Et là, je vais être assez transparent. Je pense que nous aussi, nous avons été impactés par la crise sanitaire. Alors même si notre activité s'est poursuivie, il y a eu l'interruption, toutes les commissions se sont tenues. Pour autant, le lien, la relation, et notamment la relation directe avec les uns et les autres, s'en est trouvé quand même un peu altéré, notamment avec une équipe qui est en plus une équipe qui n'était pas complètement constituée. Donc, tout ça pour dire, c'est une ambition et c'est un objectif que nous avons à la fois sur cette fin d'année et sur l'année prochaine, que de renforcer ces liens-là et de trouver une synergie entre organismes de formation, opérateurs du CEP ou acteurs de l'accompagnement et nous-mêmes, de manière à ce que personne ne reste sur le bord de la route juste pour des problématiques administratives. Hein. Donc, et je sais que l'équipe instruction, pilotée par Paul Coelho, qui est le responsable instruction sur la partie PTP et tout ce qui est qualité chez nous, veille activement à ce que son équipe soit alertée là-dessus, mais tout comme l'ensemble de l'équipe est alertée sur cette question-là. Donc, donnez-nous encore un peu de temps, mais soyez certains que pour nous, c'est une véritable préoccupation. Une autre question par rapport au public en situation de handicap à la convention AGFIP. Donc Sabine pose une question et Émilie vient y répondre. Donc je vais vous lire la question et la réponse, puis on complétera si nécessaire. Quel document demandez-vous pour justifier du risque d'inaptitude et quel contenu? Donc effectivement, une attestation du médecin du travail est à fournir pour confirmer la validation du projet et la nécessité de reclassement dans le cadre du risque d'inaptitude. Oui, alors on sait que c'est un sujet un petit peu délicat. Nous ne pouvons prendre en compte effectivement qu'une position d'un médecin du travail, c'est-à-dire que le médecin traitant ne peut pas se positionner, lui, sur un risque ou non d'inaptitude. Mais effectivement, il est parfois compliqué pour certains médecins, et notamment pour des raisons juridiques, et je vois le retour de Sabine à nouveau, de l'obtenir. Alors dans ces cas-là, on prend contact. Je sais que Marie-Lune notamment. J'ai eu des liens récemment effectivement avec deux médecines du travail, donc on voit que les médecines du travail sont aussi, je dirais, proactives, puisqu'elles viennent aussi vers nous pour échanger sur ces sujets-là. Et ensemble, on essaie de voir quelles sont les meilleures logiques, les meilleures démarches à réaliser envers les personnes pour justement ne pas bloquer une situation et permettre aux personnes de pouvoir recourir au projet de transition professionnelle, soit effectivement sur le risque d'inaptitude, soit sur le maintien de l'employabilité. Est-ce qu'il y a... alors je vois... recours. Oui. Donc, si un salarié fait un recours, quelle solution possible de financement? Alors évidemment, un dossier qui a été refusé, qui serait refusé en première instance, la première des choses à regarder, c'est quel est le motif du refus. En fonction de ça, quelle réponse peut être apportée? Parfois, c'est une réponse qui va être côté organisme, c'est-à-dire revoir la nature de l'offre, parfois du côté de la personne. Et donc, en cas de recours suite à décision, il faut apporter des éléments nouveaux qui viennent répondre
à la décision, à la notification de refus. Je sais pas, voilà. Donc le recours est parfaitement possible, mais s'il n'y a pas d'autres éléments, il aura vraisemblablement une décision qui sera similaire à la première. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui auraient... Je pense, alors, bon, sur les quelques minutes qui nous restent, si je devais adresser un message plutôt aux organismes de formation, c'est voilà, sur l'année 2020, nos relations ont davantage été tournées autour de comment constituer le dossier, comment mettre en place la dématérialisation du dossier, qui a été, je pense, pour vous, un sujet complexe à mettre en œuvre. Et nous avons maintenant, je dirais, l'ambition d'aller vers un travail de co-construction avec vous sur la question des individualisations et des ajustements de parcours. Donc, chaque dossier, effectivement, est étudié individuellement. Des retours sont faits, quand on estime que peut-être, suite à un positionnement qui a été fait, il y a quelque chose qui peut être fait sur le parcours de la personne. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on avance vers davantage d'individualisation, dans un sens ou dans l'autre. L'idée, c'est vraiment d'amener les personnes à la réussite en mettant en place les justes moyens pour y parvenir. Donc, tout ça va nous occuper et nous occuper avec vous sur les mois qui viennent, notamment sur l'année 2021. Alors, en effet, il n'y a plus de critères d'âge dans les priorités. Alors pour le moment, après, nous, on est toujours tributaire des propositions et recommandations de France Compétences, mais en l'état, plus de critères d'âge. Après, ça peut être un élément qui contribue dans l'analyse du dossier à se dire est-ce que tout ça est cohérent au regard de l'ensemble du projet. Donc, si quelqu'un, je prends l'exemple, vient à 60 ans pour faire une formation de maçon, ça pourra interpeller peut-être les membres de la commission. Marilyn, d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Comment faire connaître nos formations aux salariés? L'accès à l'information paraît parfois complexe. Merci. Alors, oui, je ne sais pas si c'est à nous de oui, c'est ça. À cette question-là. Nous n'avons pas, nous, vocation à transmettre de l'information sur les formations. Donc, maintenant, il me semble qu'il y a des endroits où ça peut se faire. Par contre, la question de est-ce que les dispositifs sont connus des personnes qui pourraient en avoir besoin, ça c'est un autre sujet. Et effectivement, il y a à travailler sur la notoriété du projet de transition professionnelle, mais pas que, et donner de l'appétence à la formation au sens large, surtout dans le contexte actuel où on sait que les salariés peuvent avoir tendance, dans une économie un peu fragilisée, à différer les projets en se disant tant que j'ai du travail, je me fais pas trop voir, quoi. Je reste un peu discret vis-à-vis de mon entreprise. Donc voilà, je sais que ces positionnements-là peuvent à terme être assez délétères sur les parcours. Alors effectivement, je vois qu'il y a des échanges sur la question des très jeunes. Alors, en fait, le projet de transition professionnelle, dans sa définition, il doit venir là où d'autres dispositifs n'existent pas ou ne peuvent pas exister. Et quand un jeune peut notamment recourir à de l'alternance, à un dispositif d'alternance, c'est évidemment des choses qui sont prises en compte en se disant, par rapport à un salarié qui aujourd'hui n'a comme possibilité, comme pour que le projet de transition professionnelle et par ailleurs un autre qui pourrait lui utiliser tel ou tel autre dispositif, et évidemment, à un moment donné, la priorité sera donnée à ceux qui n'ont pas d'autres possibilités que celle-ci. Après, chaque décision est prise par la commission qui est souveraine dans les décisions qui sont prises. Ici, on ne parle pas de critères de priorité, mais de critères d'analyse du dossier.
voilà, dès lors qu'il y a une décision qui est prise, dans un sens ou l'autre, elle fait toujours un choix des heureux et des déçus. Donc et ça, je peux l'entendre, évidemment. On prend une toute dernière question, puisqu'on n'a pas forcément été encore sur ce sujet, sur l'expérimentation VAE. Vous avez demandé est-ce qu'elle va être prolongée? Eh bien, je savais que tu dirais ça. Ça fait partie des choses qui sont étudiées, c'est-à-dire que le réseau s'est mobilisé suite à l'ordonnance qui doit dater d'avril, je crois, sur le fait que les transitions pro avaient la possibilité, jusqu'au 31 décembre, de financer des parcours de validation des acquis de l'expérience. Donc, ça a été mis en place avec finalement assez peu de dossiers aujourd'hui. Et le réseau, alors, peu de dossiers parce que le temps pour la mise en place, c'est trop court. L'écosystème s'approprie ça. Le réseau va essayer de porter le fait que ça se poursuive, mais aujourd'hui, j'ai vraiment aucune certitude que ce sera le cas. Voilà. Donc, il est midi, et nous avions pris l'engagement d'être sur 1 heure. Donc, je tiens à vous remercier pour votre participation, vous dire que notre ambition, c'est de reproduire ce mode de fonctionnement, ces échanges, régulièrement, notamment au moins une fois tous les trimestres, de manière à répondre à la fois à des questions un peu structurelles, d'orientation, comme on l'a fait aujourd'hui, et puis à des choses qui peuvent être un peu plus concrètes sur comment faire tel ou tel type de dossier. Tout ça, aujourd'hui, c'est bien de vous apporter un maximum de réponses, de faire en sorte qu'ensemble, le dispositif soit bien utilisé et qui puisse servir le plus grand nombre dans le cadre de parcours qui mènent à la réussite. Voilà, donc un grand merci à vous et puis à très bientôt, soit au téléphone, soit en physique, mais ça ce sera peut-être un peu plus tardif. Merci à tous, on espère vous avoir éclairé, on reste disponible pour échanger sur ces sujets-là. N'hésitez pas aussi à aller mettre un petit commentaire, une petite évaluation sur le webinaire. Comme on prévoit d'autres à venir, effectivement, ça me permet d'avoir vos retours. Merci beaucoup.